Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture, pour le point de lecture du mois d'août qui sort un petit peu plus tard que d'habitude parce que je me suis très mal organisée et que j'ai mis la priorité sur les vlogs pour que vous ayez une continuité en termes de date et du coup il est un peu passé à la trappe ce point lecture et je me rends compte qu'on est un petit peu dans l'ombre, donc on va rajouter un petit peu des spots à droite à gauche histoire que vous puissiez voir mon magnifique visage maquillé. Ouais, j'ai fait un effort mais juste après je vais me démaquiller. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai décidé de changer le format des points lecture. Désormais je ne vous parlerai pas de tous les livres que j'ai lus durant le mois en cours, enfin le mois précédent plutôt, parce que il y en a trop, c'est de pire en pire, et qu'on arrive à des 1h45 de vidéo, et à un moment donné, quand c'est digne d'être un film projeté au cinéma, ce n'est pas possible. Donc pour tout ce qui va être graphique, que ce soit manga, webtoon, etc., vous aurez pas de point lecture directement, ce sera dans des vlogs, et si jamais il y a un ou deux mangas qui passent à la trappe, je vous le présenterai tôt ou tard. Enfin vraiment, vous aurez quand même une continuité, mais il n'y aura plus de point lecture dédié à tout ce qui est graphique parce que c'est ce qui me prend le plus de temps, étant donné que c'est ce que je lis le plus actuellement, et je ressens pas forcément le besoin de me poser en fait avec les mangas. Par exemple avec les romans, je vous dis que j'aime bien vous donner mon avis à chaud en vlog et d'y réfléchir, et en fait plus tard je nuance mon avis. Ça va être totalement le cas avec le premier livre que je vais vous présenter, mais avec les mangas, mais en fait je les lis et je ressens quelque chose sur l'instant T, et même plus tard des fois je me dis ah oui c'est vrai, mais ça dépend en fait plutôt de l'avancée de la saga, mais ça change pas par rapport au tome que j'ai lu au moment où je l'ai lu. Donc j'ai décidé de faire ça. J'espère que vous serez pas trop déçus pour celles et ceux qui aiment, celles et ceux qui aiment les graphiques. Vous aurez toujours des vlogs, je fais assez régulièrement des vlogs 12 heures, 12 livres graphiques. Donc voilà, vous serez quand même bien alimenté à ce niveau-là. Sachez aussi que ce mois-ci, j'ai lu 35 livres. Donc si je devais vous parler de 35 livres, littéralement la vidéo ferait 4 heures. Ce n'est pas envisageable. Là, aujourd'hui, j'ai lu 10 romans slash essais. Il y en a un, je sais pas trop comment le qualifier. Mais l'un d'eux va faire l'objet d'une vidéo un peu à part pour la rentrée littéraire, donc je ne vous en parlerai pas. Il s'agit de Célèbres de Maud Ventura que j'ai lu en e-book. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, je l'ai lu courant août, enfin vraiment je l'ai fini le 31 août. Hein. Mais je vous en parlerai pas maintenant parce qu'il fera l'objet d'une vidéo sur la rentrée littéraire que vous aurez déjà vu ou que vous allez voir. Vraiment je n'ai plus mon planning de vidéos en tête, mais vous aurez quelque chose où je vous en parlerai. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 9 livres et je vais m'arrêter maintenant avec cette introduction qui est beaucoup trop longue, et je vais commencer par je vais commencer tout de suite à vous parler des bouquins que j'ai lus et que j'ai plus ou moins aimé ce mois-ci. Pour commencer, je vais parler de livres que je n'ai pas en ma possession. Un, parce que je l'ai lu en e-book mais je compte l'acheter en papier. Je vais le trouver en occasion pour pas trop cher et je le veux dans ma bibliothèque. Et le deuxième, je l'avais en papier mais je l'ai vendu entre temps parce que vous comprendrez qu'il ne m'a pas plu. Bref, le premier, il s'agit de Assise debout couchée de Ovidie. C'était la première fois que je lisais un roman. J'ai un peu du mal à qualifier ce récit parce que c'est un peu un roman autobiographique. Il y a un petit peu ce côté essai et études sociologiques, et il y a beaucoup de choses en fait de personnel dans ce récit, et des choses un petit peu aussi générales, enfin voilà. C'est un peu un ovni, je pense que l'autrice elle-même pourrait le qualifier, mais moi je n'arrive pas à le qualifier. Dans Assise debout couchée, on suit la vie d'Ovidie, où elle a toujours eu des chiens dans sa vie, où ça a toujours fait partie de sa vie. Et un jour elle s'achète un chien, ou elle reçoit un chien, ou je ne sais plus les circonstances dans lesquelles elle va avoir un chien, et c'est genre un molosse, c'est vraiment un gros chien. Et elle se rend compte que ce chien devient une protection pour elle. Faut savoir que Ovidie, elle a commencé dans la pornographie. Et donc elle emmenait son chien de partout, même sur les plateaux de tournage. Et mine de rien, quand tu as un chien assez imposant, qui fait une quarantaine de kilos et qui a des traits très marqués, ça peut être un amour le chien, vraiment faut pas se fier à leur physique, hein, parce qu'un chihuahua fait plus de dégâts parfois que un malinois par exemple. Mais voilà, de voir un molosse comme ça peut être impressionnant, et elle le dit elle-même, ce chien l'a protégée à plein de reprises, et notamment ça tient un peu les personnes à l'écart, et les hommes notamment.
et elle disait qu'elle avait moins peur de se promener dans la rue parce qu'elle savait qu'elle avait son chien et que son chien la protégerait quoi qu'il arrive. Et en fait Ovidie elle va nous raconter l'amour qu'elle a eu pour ce chien. Il y aura des petites études, alors des petites études sociologiques, plus ou moins, des petites choses féministes, parce que Ovidie reste féministe, mais elle va nous donner des statistiques et un peu des faits sur le fait que, en fait, on traite les femmes comme on traite les chiens. C'est-à-dire que les chiens, faut les apprivoiser, on demande à faire leur éducation, ils doivent écouter, le assise, debout, couché, ça veut pas rien dire, ça veut dire tu te mets là, tu te mets en étoile de mer, je fais ce que je veux de ton corps parce que tu m'appartiens, tu es ma chose. En plus le chien n'a qu'un maître, donc ça fait un peu genre l'homme est là dominant dans toute sa puissance et dans tout son voilà, dans tout ce qu'il peut imposer, et genre sa femme lui doit fidélité. Et c'était j'en souris un peu nerveusement parce que vraiment il y a des hommes qui sont tellement comme ça, mais ça représente un peu ce côté là de en fait la femme elle est soumise, la femme elle doit obéir, la femme elle doit faire ce qu'on lui demande, ou il y a des hommes qui disent devant leur pote, enfin leur pote dit devant plutôt un couple, t'as mal fait l'éducation de ta femme, comme si c'était une bête à élever. J'ai déjà entendu ça, pas dans mon cercle à moi, mais entouré de gens, et là t'es juste en état de choc en train de dire non mais il n'a pas osé. J'ai déjà entendu ce discours et je pense que c'est un discours qui revient assez régulièrement. Et en fait elle explique que son rapport à ce chien là en particulier, ce premier chien qu'elle a eu, était très important parce qu'il l'a protégé, c'était vraiment l'amour de sa vie. Et elle va jusqu'à parler de la mort de ce chien là, qui l'a mais ravagé. Par la suite elle va avoir un autre chien, ça va bien se passer, et après elle va avoir un troisième chien, et à nouveau l'amour de sa vie. Et en fait elle remet en perspective, en fait elle parle vraiment de son amour des chiens. Donc il y a le côté féministe parce que Ovidie reste féministe et qu'elle compare le fait que on abandonne un chien au bord de la route et on se soucie pas trop de son avenir. Comme une femme on peut la quitter du jour au lendemain sans prendre en compte ses sentiments, genre un SMS, genre je me sens plus bien dans cette relation, ou il n'y a pas moyen qu'on évolue ensemble, ou ça va pas le faire entre nous, point, fin de l'histoire, et vous êtes rejetés comme ça. Comme un chien qu'on abandonne au bord de la route. Et elle rappelle aussi très justement, et c'est quelque chose... Alors moi je suis une dog person. Je sais que parce que j'ai un chat, beaucoup de gens pensent que je suis une mère chat. Non, je suis une mère chien depuis que je suis enfant. J'adore les chiens, je suis complètement gaga des chiens. Quand j'étais petite, c'était mon intérêt spécifique, je connaissais tout des chiens, des races, de leur éducation, de qu'est-ce qu'il faut faire attention, quel est son caractère, d'où est-ce que vient l'origine du chien. Avec les années, j'ai oublié certains éléments, mais j'en ai pas oublié d'autres. Donc quand on me présente un chien et qu'on me donne sa race et que c'est une race que j'ai étudiée, parce que j'ai pas étudié toutes les races, je suis là, ok, ça correspond pas du tout à son mode de vie. Après, un chien s'adapte, mais la race, ça joue quand même. Si vous voulez un chien hyper affectueux et proche des enfants, en principe, un Golden Retriever, c'est un peu le chien, entre guillemets, facile à avoir parce qu'il a ce caractère-là de base. Ça veut pas dire que tous les Golden sont ok et tous aiment les gosses et tous sont voilà, mais c'est un peu le chien familial de base, là où vous aurez peut-être pas idée d'aller prendre un Rottweiler pour faire guise de chien de famille, alors qu'en fait les Rottweilers, techniquement ils devraient même plus faire partie je sais même pas, si je crois qu'ils font encore partie de la catégorie 1, où c'est très réglementé en termes de mairie et de... il faut mettre une muselière, il faut qu'il soit déclaré à la mairie, enfin il n'y a pas n'importe qui peut en avoir, etc. Mais c'est pas les pires chiens. Et de manière générale, je ne crois pas qu'il y ait des mauvais chiens, je pense qu'il y a seulement des mauvais maîtres. Bref, je ferme ma parenthèse, autrement je pourrais vous parler des heures des chiens. Mais oui, du coup elle explique ça, et elle explique aussi le fait que nous, un chien, ça va occuper, allez, 15 ans, max 20 ans de notre vie, quoi. Alors que pour eux, on sera toute leur vie. Et voilà, pour moi il y a eu chialance. Et on suit son amour des chiens, on apprend aussi, enfin on apprend.
On sait qu'il y a plus de végétariennes que de végétariens. On sait que pour tout ce qui est engagement animalier, ce sont les femmes qui sont les plus investies. Pourquoi? Parce qu'en fait on s'identifie aux animaux, hein. Nous on est les laissés pour compte, on les écoute pas, oh il aboie trop fort, elle parle trop, on va lui mettre un collier et elle va se taire, et c'est un peu ça. Ouais, enfin on est clairement des chiennes, hein. On est perçu comme ça par la société, et c'était un ouvrage qui m'a, enfin c'est un ouvrage qui m'a vraiment marqué, et je vous dis, je l'ai lu en e-book, et je vais l'acheter en papier, je vais l'acheter en occasion en fait, parce que j'aimerais donner mon argent à Ovidie, mais ça fait beaucoup d'argent à débourser, mais je vais me l'acheter en occasion dans quelques temps, et je vous le conseille vivement parce que ça parle d'amour des chiens. À un moment donné, elle va avoir un petit chien, et enfin elle le dénigre, et là genre c'est quoi ça? Je crois qu'elle va avoir un chat aussi à un moment donné, où elle parle d'un chat, je sais plus exactement, j'ai vraiment retenu ces deux chiens qui sont l'amour de sa vie, et c'était très beau. C'était vraiment un beau récit, et je vous le conseille à 10 000%, parce que en vous parlant comme ça, on dirait presque un coup de cœur, et c'est ça. J'ai mis un 4,5 sur 5. Il m'a manqué un petit truc, je ne peux pas vous expliquer quoi, il m'a manqué un petit truc pour que ça bascule en coup de cœur, mais je l'ai vraiment adoré, je vous le conseille vivement. Le deuxième livre du coup que je n'ai plus en ma possession, lui pour le coup je l'avais acheté en papier, je l'avais précommandé, ça faisait très longtemps que je l'attendais, parce qu'il s'appelle Love in the City, non Love in the Big City, et que je l'avais repéré sur le TikTok anglophone. Mais il faut que j'arrête avec le TikTok anglophone, parce qu'à chaque fois leurs recommandations de bouquins asiatiques, elles sont éclatées. Je vous mets la couverture ici, c'est S'aimer dans la grande ville, je ne sais plus le nom de l'auteur. Mais, alors déjà la couverture est très belle, appréciez la couverture. Mais dans ce récit, j'ai envie de dire c'est un roman, mais je suis pas sûre de l'aspect fictif de la chose, dans le sens où j'ai l'impression que c'est une autobiographie, et quand je lis les remerciements, ce qui est très rare dans un livre asiatique, j'en vois rarement des remerciements. Souvent tu tournes la page, et au mieux tu tombes sur un glossaire, ou au pire tu tombes sur les trucs genre imprimés en France sur du papier recyclé, t'es là genre... Alors vous me laissez comme ça, et en plus genre j'ai même pas genre le droit à un petit truc de remerciement pour savoir un peu comment t'as eu cette idée, ou enfin genre une petite note d'auteur ou d'autrice quoi, enfin c'est souvent comme ça, et je suis souvent, on sent la frustration de la dame. CV dans la grande ville, je vais vous le résumer à ma manière, parce que je trouve que le résumé de la quatrième de couverture ne rend pas justice à ce livre, et je vais vous expliquer pourquoi. Ici on suit un homme dont la vie est très semblable à celle de l'auteur, mais bon bref, on va dire on suit un homme, on va partir du principe que c'est de la fiction, et qu'on n'est pas dans de l'autobiographie, même s'il y a des choses qui sont similaires à l'auteur. On se trouve en Corée du Sud, et dans le premier chapitre on suit l'auteur, enfin on suit le héros, qui a une meilleure amie, lui est gay, elle est hétéro, et genre vraiment c'est ok, c'est normalisé. Donc moi je sais qu'en Corée c'est pas si normalisé que ça, donc je fais ok, mais bon on va voir. Et en fait leur délire, ils vivent leur vie étudiante, ils font plein de trucs ensemble, ils finissent par être colocs, c'est vraiment les meilleurs amis du monde. Et un jour sa meilleure amie elle va se marier. Donc il y a un laps de temps pendant lequel on voit pas ce qui se passe entre eux, genre ils sont un peu séparés. Et là elle lui annonce qu'elle va se marier, il est content pour elle, et après on passe à une deuxième partie. Donc je me dis ok, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait ils ont été genre les meilleurs amis du monde, et d'un seul coup ils coupent les liens. Petite parenthèse culturelle, en Corée du Sud, si vous avez des amis que vous avez eus à l'école, vous n'allez pas les mélanger avec les amis que vous avez à votre club de sport, ou les amis que vous avez dans votre club de musique, ou avec... Enfin bref, les groupes se mélangent pas trop. Genre si c'est tes potes de la fac, c'est tes potes de la fac, tes potes de l'armée, c'est tes potes de l'armée. C'est pas comme en France où nous, on essaye de réunir tous nos potes, on fait des trucs ensemble, et on peut devenir une grosse bande de potes, etc. En Corée c'est pas trop le délire, donc je me suis dit ok, je comprends aussi que parce qu'elle se marie, et que lui du coup ne sera jamais en capacité de se marier en Corée du Sud, parce que le mariage est toujours interdit, voilà, je peux comprendre qu'elle évolue dans un autre truc où ils étaient dans une sphère de beaucoup faire la fête. Je crois qu'on parle de drogue dedans, mais j'ai un petit doute, en sachant que la drogue en Corée c'est vraiment illégal, en mode tu vas en prison, c'est pas comme en France où... selon la drogue, selon la consommation, selon tout ça, c'est un peu nuancé, au pire t'as un rappel à la loi. En Corée, non, il n'y a pas de ça. C'est vraiment, il n'y a pas de ça. Donc ouais,
Bref, tu les suis vachement et moi j'aimais bien en fait voir cette amitié, de voir comment elle évoluait, le fait que bah y aurait jamais d'amour entre eux parce que lui est gay et elle est hétéro, donc voilà. Et tu les vois coloc, tu les vois de plus en plus se rapprocher, devenir coloc et tout ça, et d'un seul coup bah, en fait tu clôt ce chapitre et tu commences un deuxième chapitre un peu, c'est toujours le même héros. D'ailleurs j'ai oublié de préciser quelque chose, mais le héros a une mère qui est malade, qui a un cancer en phase terminale, et on la suit un petit, enfin on la suit un peu. On suit un peu la vie du héros dessus, et en fait il dit qu'elle est très mal en point, que c'est compliqué, et que sa mère elle accepte son homosexualité et en même temps elle est un peu ambivalente, mais pour une mère coréenne avec la génération que ça implique, etc., elle est quand même très au clair là-dessus et vraiment ok, hein, parce que le nombre de personnes qui se font virer de chez eux en France parce qu'ils sont gays, c'est énorme. En Corée, c'est encore pire, et il y a beaucoup de gens qui vont même se marier, voire avoir des gamins plutôt que d'avouer la vérité à leur famille. Ou faire croire qu'ils sont mariés et qu'ils ont des gosses plutôt que d'avouer la vérité, parce que tu déshonores la famille si tu n'es pas hétéro et si tu n'as pas une vie incroyable en fait. Il y a beaucoup cet honneur de la famille en Corée. Parenthèse culturelle fermée. Il y a beaucoup de parenthèses culturelles, mais c'est aussi pour ça que je vous dis que j'ai moins apprécié le bouquin et qu'il y a beaucoup de choses que je lui reproche. Ensuite, on a une deuxième partie où on suit le héros avec un garçon, puis il y a une troisième partie où on le suit avec un autre garçon, puis après il y a une quatrième partie où on le suit encore avec un autre homme, et cet autre homme, en fait, ça lui fait penser à un autre, et puis voilà. Et en fait, c'est... je tiens quand même à spoiler quelque chose, parce qu'on va parler de sida dedans. Et on va pas le nommer sida, mais on comprend que c'est le sida. Et je trouve ça important de noter le VIH, parce que bon, avant d'être le sida, c'est le VIH. Et après, ça dépend de l'évolution possible. Mais je trouve ça important de le notifier parce que c'est rare que ce soit dit dans des récits. Même dans des films, on parle très peu d'IST ou d'MST, hein. Même dans les relations, dans les young adults, etc., on n'en parle pas du tout, hein. Alors qu'on pourrait nous placer une petite chlamydia ou un petit herpès quelque part, bah, ça ferait du bien de montrer que bah, le sexe sans protection, ça amène à des maladies. Et avec le VIH, voilà, surtout que le récit est actuel, donc le VIH, on en parlait il y a quelques années, maintenant on n'en parle pratiquement plus. Oui, il y a des moyens de retarder la maladie et l'apparition du sida en tant que tel qui provoque la mort, mais c'est pas une maladie qui est guérissable. On soigne, mais on ne guérit pas de cette maladie. Et enfin, quand on voit même les études en France, les jeunes mettent moins en moins de préservatifs, et t'es là, mais quelle éducation laisse à nos jeunes? On ne les prévient pas que prendre la pilule, ça ne protège pas de toutes les merdes possibles. Et bref, peu importe. Je m'arrête là-dessus parce que je pourrais faire un débat là-dessus. Mais on parle du VIH, qui est nommé par un autre nom, mais on parle du VIH. Et j'ai trouvé ça formidable, par contre, de voir ça dans un roman coréen, qu'on parle du VIH. Et alors, parler du VIH quand on parle de personnes gays, ça m'emmerde, parce que les chiffres en France, sur vraiment les chiffres officiels, après ils datent d'il y a quelques années, parce que je me suis pas réenseignée, mais on était sur une majeure partie de gens hétéros qui avaient le VIH et le sida par rapport aux personnes homosexuelles. Voilà, donc sachez-le, il y a plus d'hétéros que de gays qui ont le sida en France. Enfin, à l'époque c'était le cas, hein, ou le VIH. Donc voilà, je trouvais ça un peu... ça me dérangeait un peu, mais en même temps j'aimais qu'on parle de cette thématique et qu'on ne la banalise pas, et que ce soit là, et que certes on lui donne un autre nom, mais la maladie est là et on l'évoque. Donc je trouvais ça important, même si c'est pas le cœur du sujet de ce roman, je trouvais ça important qu'on le mentionne, et c'est pour ça que je me permets de vous spoiler cet élément-là, parce que pour moi il est essentiel, il est très important. Mais je n'ai pas aimé ce récit parce que on passe du coq à l'âne, on passe d'une relation à une autre. J'ai pas envie de vous spoiler des trucs, mais dans le chapitre 2, on part dans un truc lunaire des étudiants et de la lutte des étudiants qui s'est passée dans les années 80, si je dis pas de bêtises, où ça a fait des grosses révoltes, etc. On parle de militantisme. Faut savoir que la Corée du Sud, pendant un temps, elle était sous la loi martiale, c'était la fin des années 70. Et là, on est face à un homme, c'est pas le héros, hein, c'est l'une de ses relations, face à un homme qui est vachement impliqué là-dedans. Moi, le côté politique, j'aime lire des bouquins politiques au niveau de Corée du Sud, je trouve ça important, et j'aime bien l'avoir inclus dans des romans, mais là c'était inclus mais c'était pas exploité. Du coup j'étais là, quel est l'intérêt alors? Je comprends pas trop.
Bref, il y a plein de relations comme ça qui interfèrent, tu comprends pas trop l'attachement, l'état de sa mère, bah moi j'étais soucieuse de sa mère, bah en fait à la fin, enfin on sait même pas ce qu'elle arrive, ce qu'il arrive à sa mère quoi. Et j'étais là, bah alors pourquoi nous parler de ça? Et c'est pour ça que je me suis dit c'est peut-être autobiographique dans le sens où bah en fait sa mère a été malade, il trouvait ça important de le mentionner, il ne pouvait pas le mentionner, mais en même temps bah la vie a fait qu'elle est sûrement morte parce elle était vraiment dans un stade pratiquement terminal. Hein. Sa meilleure amie disparaît et en fait il y a plein de personnages comme ça qui disparaissent et tu vois que ce mec est juste paumé et que t'as l'impression que toute sa vie sera paumé et qu'il aura pas d'attache et qu'il aura pas de... Et j'étais déçue en fait de voir... c'était comme un recueil de nouvelles, comme un spin-off de la vie du héros en fait, où t'as plein de chapitres qui ne vont pas ensemble et qui sont assemblés ensemble et t'es juste là, bah démerde-toi. Moi j'ai hâte d'être le mois prochain, d'être au mois d'octobre et de tomber sur l'une des libraires du Phénix qui l'aura lu et qui pourra m'expliquer le bouquin et me dire si elle l'a aimé, ce qu'elle a aimé et sa vision des choses parce que je ne connais déjà pas tout de la Corée du Sud, je ne connais pas tout de l'histoire de l'auteur et de ce qu'il a voulu, enfin de son intention derrière cet ouvrage. Faudrait que je me renseigne parce que je suis sûre qu'il a donné des interviews. Mais voilà, il y avait ce truc là qui planait. Et il y a plein de choses où je n'ai pas saisi. Et je pense que si vous ne connaissez pas beaucoup de choses sur la Corée, peut-être que vous kifferez un peu ce bouquin, mais j'ai du mal à croire que ça pourrait être des coups de cœur. Vraiment, j'ai du mal à imaginer quelqu'un avoir un coup de cœur pour ce livre. Mais peut-être que ce sera le cas, et peut-être que j'aurai d'autres explications, et peut-être que j'ai pas eu cette sensibilité-là. Moi, on parle d'un... En plus, à un moment donné, on parle de Jeju, donc comment vous dire que voilà, la photo, je suis sûre que c'est à Jeju qu'elle a été prise, enfin, en tout cas la photo de couverture. Voilà, mais en fait j'ai une impression d'inachevé, les chapitres sont plus ou moins bien, vraiment le premier je l'ai adoré, j'étais là, ah putain ça commence trop bien, je l'ai bouffé, le deuxième j'étais là, ok, le troisième je me dis d'accord, je comprends un peu la relation, le quatrième chapitre j'étais là, je vois pas l'intérêt. Et il y a plein de choses où je ne vois pas l'intérêt, il y a une note d'auteur que je n'ai pas... Enfin vraiment je n'ai pas apprécié ce roman, je lui ai mis un 1,5 sur 5 parce que... j'ai aimé le premier chapitre, mais pour moi c'est un livre que j'oublierai. Je pense pas que je l'oublierai vite, parce que même quand un livre me déplaît, il y a quand même des choses que j'ai... En fait, j'ai besoin d'explications. Il y a aussi ce truc de j'ai besoin de comprendre, et je suis sûre qu'il y a des choses que je n'ai pas saisies, et que des personnes qui sont complètement étrangères à la Corée du Sud et à toutes ces choses-là pourraient kiffer en mode kiff total, comme si moi on me mettait un roman vietnamien. La même histoire au Vietnam, je connais tellement peu d'histoires, ou alors la même histoire, j'en sais rien, au Laos, où je connais pratiquement rien de leur histoire, je pourrais kiffer parce qu'en fait je comprendrais pas. Je comprendrais pas l'aspect social et politico-social. Voilà, ça me dérangerait peut-être pas. Là, comme je connais un peu la Corée, je suis un peu genre ok, enfin là je... et j'ai besoin aussi d'en parler à des gens qui ont l'habitude de lire des bouquins coréens, qui connaissent bien la situation sociétale et politique et qui pourront me nuancer en fait mon avis sur le bouquin. Donc j'espère que les libraires du Phénix, priez pour moi, l'auront lu et auront eu un avis différent sur moi ou sur lequel on pourra s'exprimer en termes de qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, parce que j'ai besoin d'en parler mais avec des gens qui s'y connaissent quelque part. Donc voilà, c'est un je n'ai pas aimé, mais c'est un je n'ai pas aimé mais il m'a marqué. Je ne voulais pas le garder dans mes bibliothèques, je l'ai revendu très tôt et j'espère qu'il fera le bonheur d'une personne. Techniquement oui, mais moi pas kiffé quoi. Ensuite, je vais vous montrer des bouquins papier. Je vais commencer par un livre japonais, puis après on changera un petit peu parce qu'il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres asiatiques. Est-ce que je commence par le seul français que j'ai plutôt et qui a été une grosse claque? On va commencer par le seul français que j'ai. La dernière allumette de Marie Vareille. Marie Vareille, je l'ai lu 2 fois avec La vie rêvée des chaussettes orphelines et je l'avais adoré jusqu'à 85% du bouquin où je l'ai détesté parce que c'est pas la fin que j'attendais. Mais j'aimais beaucoup sa plume. Ensuite, elle a sorti Le syndrome du spaghetti qui était un young adult, j'avais pu le lire grâce à Ned Gallet en avance. Donc genre au mois d'août, je le lisais alors qu'il sortait en octobre, donc déjà je me sentais ultra privilégiée. Et gros coup de cœur pour Le syndrome du spaghetti. Entre temps, il y a d'autres de ces bouquins qui sont sortis, que j'ai plus ou moins zioté, mais pas sûr que ça pourrait me plaire. Et lui, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois à Cultura, il était toujours mis en tête de gondole, genre sur les rayonnages quoi, sur les... Ouais, vous comprenez quand je fais ça.
parce que j'ai pas le terme là. Et un jour j'étais avec Iliana et j'ai fait non mais en fait ça fait trop longtemps que je le prends, que je lis la quatrième et qu'il m'intrigue. Ici on suit une jeune femme qui s'appelle Aliel. Et elle a un frère qui paraît un peu mystérieux et qui ramène une copine, donc une petite amie, une femme, voilà. Et les deux, le frère et la sœur ont une enfance difficile, mais en fait tu sens que Gabriel, il y a un truc qui cloche avec lui. Et en fait on suit le point de vue de Abby sur son frère, et enfin, vraiment, t'as peur de lui. Tu te dis, ouais, il a quel genre de passé? Pourquoi elle se méfie autant de lui? Pourquoi est-ce qu'elle a peur de comment il va se comporter avec les femmes? Donc forcément, on pense à violence conjugale. Et oui, il en est question, mais... Enfin, il y a plein de sortes de violences conjugales. C'est pas forcément donner des coups, c'est plein d'autres choses. Dont de la manipulation mentale. Et en fait, on suit, je crois, tout le roman hein, du point de vue de Abby et de ce qu'elle a pu vivre par le passé. Parce que en plus, c'était une enfant qui était HPI, si je dis pas de bêtises. Et on voit son passé, genre son enfance, et comment est-ce qu'on l'a perçu, et quelle relation avaient leurs parents, enfin ses parents, mais leurs parents, parce que du coup on parle du frère et de la sœur. Et puis on revient au présent où c'est elle qui nous raconte un petit peu Gabriel et la fille et la vie de Gabriel et de sa compagne et de tout ce qui s'en accompagne. Et je veux pas vous spoiler parce que alors moi je fais partie de la team de Séverine Il est bien ce livre. Je préfère dire quand il y a des plots. Il y a un plot twist à la fin. Et vous avez un changement de, enfin pas un revirement de situation. Si c'est un revirement de situation. Et t'es là genre mais c'est pas vrai. Et quand j'ai eu, quand j'ai été sur un live de Séverine, je lui ai dit Séverine, c'est le seul roman de Marie Vareille que tu pourrais lire et que tu pourrais vraiment aimer. Et je crois que du coup elle a organisé une ELC, donc je sais pas si elle l'a lu. Je pense à l'heure où vous voyez cette vidéo, oui. Et je ne sais pas moi ce qu'elle en a pensé, si elle l'a commencé et si elle l'a aimé. Mais vraiment c'était... c'est un bouquin que j'ai lu même dans l'eau. J'étais dans la maison des amis de mes parents, ils ont une piscine et je me suis calée et en fait j'étais incapable de lâcher ce bouquin. Et quand je l'ai fini, mais je pleurais, il y a des moments où mon cœur se serrait et je ressentis tellement, mais tellement, tellement, tellement d'émotions. Que ce soit de la joie, des moments et des réflexions d'Abigail où j'étais là... Bah, putain je relate et d'autres choses où j'étais peinée pour elle et il y avait beaucoup de mystères, du coup je me suis fait mon petit plan dans ma tête qui correspondait en rien à la réalité. J'étais là mais vraiment, mais Marie Vareille, mais écris du thriller parce que tu serais incroyable dans ce genre. Je n'ai rien vu venir et je trouve qu'il a un petit peu ce côté thriller sans le côté gore ou quoi que ce soit, vraiment juste ce côté suspense et mystère. Et en fait tu crois que tu suis une vie lambda et en fait rien à voir, et il y a ce mystère autour de Gabrielle où tu te dis est-ce que c'est une bonne personne ou pas, parce qu'à des moments elle te le décrit comme quelqu'un qui a pas été sympa avec elle. Alors après moi j'ai été la petite sœur, j'avais un grand frère. Entre frères et sœurs, on passe son temps à se chamailler. Et il y a la chamaillerie, qui est un truc un peu sympa. Moi, je faisais des coups bas à mon frère, et mon frère venait parfois se venger et vice versa. Et on pouvait se taper, mais ça restait des trucs un peu gentillets. Et quand ça allait trop loin, bah, l'un de nous pleurait ou allait faire une comédie auprès des parents. Mais ça restait de la chamaillerie. Vraiment, je pense que ceux qui ont des frères et sœurs et qui ont très peu d'écart entre, vous comprenez. Mais là, à des moments, c'est plus que de la chamaillerie. J'étais là... Gabriel il est bizarre quand même, et il y a des choses qui se passent, c'était là ok, est-ce que ça concerne vraiment que Gabriel, est-ce qu'on est vraiment là-dessus, et on se pose des questions sur Abby qui a un regard un peu extérieur, et Gabriel du coup on voit sa compagne et on se pose des questions aussi sur elle, et en fait on se pose des questions sur tous les personnages qui gravitent dans ce récit, en sachant qu'on parle aussi de psychothérapie dedans, ou d'un psychiatre. Non, je crois que c'est même d'un psychiatre. Enfin bref, il y a plein de choses qui se jouent et j'en parle très mal. Alors j'ai mis un 4,5 sur 5. Pas de coup de cœur parce que, encore une fois, manquait ce petit truc. Un petit truc que je n'arrive pas à noter, mais il me manquait un petit truc.
Je peux pas vous dire quoi, je peux pas, même en vous spoilant, j'arriverai pas à vous expliquer, il m'a manqué le petit truc qui te fait basculer sur un coup de cœur, vous savez, le petit truc qui t'est là genre, ouais, ça y est. Mais j'ai passé un excellent moment de lecture, j'en avais déjà parlé en vlog parce qu'il faisait partie de mon challenge 7 livres en 7 jours, qui s'est transformé en 5 livres en 7 jours, mais je reste quand même très contente de tout ça. Et quand vous faites une lecture pareille, vous êtes contente de ne pas réussir à finir votre challenge si c'est pour avoir une clacasse comme ça. Je l'ai adoré et vraiment, je vous le conseille, même si le contemporain c'est pas votre genre, lisez-le parce que je pense que ça peut plaire à des fans de romance, même si la romance n'est pas au cœur de tout ça, ça reste un contemporain, il y a un côté mystérieux, il y a un côté un peu psychiatrique, psychologique, etc. très important, donc vraiment je vous le conseille. Autre livre que je vous conseille, on va rester dans les conseils en fait de lecture, on va les prendre un peu par ordre de préférence aussi, en tout cas pour ceux que j'ai en papier. Les chats de Shinjuku de Durian Sukegawa. Je le dis à chaque fois, mais moi je n'ai pas forcément aimé Les Délices de Tokyo. Voilà, j'ai pas vu le film, peut-être que je serais plus touchée par le film, mais en fait moi je m'attendais vraiment dans Les Délices de Tokyo à ce qu'on nous parle de pâtisserie au Japon, et je m'attendais pas à ce qu'on parte sur une autre thématique. Voilà, donc si vous voyez Les Délices de Tokyo, ça ne parle pas de bouffe. Et du coup, j'ai été un peu déçue par rapport à ça, mais pas par rapport au bouquin, c'est juste que quand tu t'attends à avoir un truc sur de la bouffe japonaise et que tu te retrouves dans un autre univers, t'es là, ah, ok, c'est pas j'ai pas payé pour ça quoi. Honnêtement, ce livre, je l'ai acheté en même temps que La Dernière Allumette, parce que Séverine l'a lu et a un coup de cœur là-dessus. Séverine qui lit de la littérature japonaise, déjà faut le noter. Et Séverine qui a un coup de cœur pour un bouquin qui parle de chats, parce que pour faire court, ici on suit grossièrement un bar où il y a un propriétaire et une serveuse a fait le portrait de 13 chats. Et les hommes, souvent des salariés-man, en sortant du boulot, ils se donnent rendez-vous dans ce bar et ils font des paris. Les paris d'argent, les jeux d'argent sont interdits au Japon et dans quelques pays d'Asie d'ailleurs. Mais bref, ils ont pas le droit de faire des paris financiers, donc c'est genre... on fait des paris sur vas-y c'est toi qui vas payer le repas autrement. Grossièrement c'est ça. Et donc on a ces hommes qui se réunissent et qui sont comme ça un peu attablés en train de regarder genre dehors, en train de manger et boire un coup. Et ils attendent et ils parient sur le chat qui va débarquer. Et je prends toujours les mêmes exemples de chats. Désolée. J'étais matrixée par la pub Félix. Mais c'est genre, je sais pas, t'as un mec qui va dire c'est Félix qui va débarquer là dans la rue. Donc lui il est convaincu que c'est Félix. Et son pote il va dire non non c'est Surimi. Pourquoi Surimi? Bref, son pote dit non non c'est Surimi qui va débarquer. Et en fait t'as genre, j'en sais rien moi, Akiko qui va débarquer comme chatte. Et t'es là, oh putain. C'était pas celle qu'on attendait. Et ça pourrait être aussi simple que ça, et si ça avait été aussi simple que ça, je pense que j'aurais kiffé. Je vous ai dit, je préfère les chiens, mais j'aime quand même les chats, j'aime tous les animaux, et j'ai un chat. Donc vraiment d'avoir ce jeu et ce truc de pari un petit peu sorti de nulle part, j'ai adoré l'originalité du bouquin. Mais c'est un bouquin japonais, donc ça ne s'arrête pas là. On suit notamment, il n'est pas sur la couverture, oh c'est dommage, mais on suit Yama qui est un scénariste, qui est un salariman du coup, donc un employé d'une boîte où ça a certains petits peu codes sociaux au Japon. Et il a un patron très exigeant avec lui-même qui lui demande des choses impossibles à faire. Il essaye de percer et en fait comme il n'a pas fait de longues études et qu'il n'a pas fait des études orientées dans l'audiovisuel et qu'il n'avait pas de contact, il avait juste son patron qui un jour a décidé de lui laisser sa chance, surtout pour l'exploiter en fait. Il lui dit bah voilà on a un week-end, faut que tu me poses, faut que tu me pondes 500 questions pour un quiz d'une émission et donc en fait il a 2 jours pour poser 500 questions pour un quiz d'une émission sur un truc vachement spécifique. Ce qui est un peu chose impossible, mais il décide de le faire en sachant que le week-end c'est fait pour se reposer, hein, même au Japon, et il n'a pas le choix, et au final on va garder 3 de ses questions. Et on lui rappelle que c'est une merde, qu'il est capable de rien, et que voilà. Un jour il va rentrer dans ce bar, je crois que c'est un ami qui l'amène là-dedans, enfin je sais plus comment ça se fait qu'il se retrouve dans cet endroit, et il comprend pas trop ce que font ces gens à regarder des chats, à donner des noms, et voilà. Et il voit après cette affiche de chats dessinés, dessinée par la serveuse, donc pas par le propriétaire, mais par la serveuse du petit bar en question, du bar-restaurant en question.
Et Yama, il tombe un petit peu amoureux de... Alors elle a un prénom presque pareil, Yume. Elle lui plaît. Et il y a un petit jeu de séduction qui va se jouer entre eux, mais avec la pudeur façon japonaise, où vous n'aurez pas de baiser endiablé, vous n'aurez pas de... Voilà, ça reste de la pudeur japonaise que j'aime beaucoup. On est sur une tranche de vie où on sait pas trop ce qui se passe avant, on sait pas trop ce qui se passe après, même si la fin est quand même un petit peu plus explicite que d'autres bouquins japonais. Je peux pas trop en dire là-dessus, parce qu'en fait on suit cette fille qui est très mystérieuse, très mystique, où elle a dessiné ses chats et c'est pas sans raison que ce soit elle qui les ait dessinés, qu'elle ait un tel attachement à ses chats. On suit du coup Yama qui est perdu dans sa vie et qui ose pas forcément prendre des décisions, et en même temps il est très attiré par Yume, mais Yume elle représente un peu tout et rien parce qu'elle est très mystérieuse, et même s'il se rapproche d'elle en fait il se rapproche pas d'elle quoi, il se rapproche d'elle physiquement, il essaye de rentrer dans son monde mais elle lui fait pas de place dans son monde. Elle a pas envie de lui laisser une place dans son monde et de se mettre à découvert. Et c'était un très beau récit. Pareil, pas de coup de cœur. Je crois que j'ai mis un 4 ou un... Non, je crois que j'ai même mis un 4,5 sur 5. Et ce que j'ai aimé, c'est que on suit en fait la vie de Yama, donc du scénariste, parce que la vie continue. Et on le retrouve même des années plus tard, ce qui est assez rare dans les bouquins japonais qu'on suive des personnages longtemps. On ne suit pas tous les éléments de sa vie, on n'en suit que quelques-uns. Et il y a une conclusion en fait à cette histoire, donc on est dans une tranche de vie japonaise mais avec un petit truc en plus. Et oh là là, vous le voyez pas mais j'ai la chair de poule et j'ai des frissons qui me traversent le dos d'en parler. J'ai envie de pleurer parce que j'ai trouvé que cette fin était belle. Et c'est pas un coup de cœur parce que, encore une fois, j'aurais aimé en apprendre plus sur Yama, j'aurais aimé avoir un peu plus, et en même temps j'aime le fait qu'elle garde cette part de mystère, j'aime tout ce truc qui tourne autour des dessins des chats, et de ce 13e chat que peu de gens ont vu, que personne n'a vu vraiment. Il y a des chats, c'est des chats errants, hein. Donc en fait il y a des chats, ça fait 10 ans qu'on les a pas vus, donc ça se trouve ils sont morts, mais ils ont été dessinés, ils continuent d'être sur cette ardoise, en fait, sur ce tableau, et... Putain, purée, je serais capable d'en pleurer tellement ça m'a ému cette fin, parce qu'on n'avait pas une vraie fin, comme nous les Français on le fait, où on conclut vraiment les histoires. Là il y a encore des questionnements que j'ai, mais j'aime les questionnements qui restent. Et je les trouve essentiels et je les trouve beaux, et voilà, de ce point lecture, retenez ces deux livres, parce que très différents l'un de l'autre, mais très beaux. Et vraiment celui-ci m'a touchée et je ne pensais pas être touchée par ce récit. Du coup j'ai écrit j'ai acheté pardon, un autre livre de l'auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais qu'il est noté quelque part mais je ne vais pas le retrouver, forcément, hein, ça se passe toujours comme ça. J'en ai acheté un autre de lui, c'est pas... Je crois qu'il y a L'Enfant et l'Oiseau qui existe, un truc avec un oiseau, j'ai pas acheté celui-là. J'en ai acheté un autre sur une remise en question, un truc qui se passe sur une île et tout, et en fait ça me donne grave envie de le lire. Donc pas là maintenant tout de suite parce que je suis pas dans cette tranche de vie à la japonaise, et puis je suis en train de lire un autre, je suis en train de lire un Aki Shimazaki, donc j'ai pas envie de continuer sur du japonais qui peut y ressembler, mais vraiment ce livre m'a bouleversée de plein de manières différentes. J'ai ressenti plein d'émotions auxquelles je ne m'attendais pas. Et je sais qu'il coûte cher, hein, c'est 19,90. Alors je pense que vous le trouverez d'occasion maintenant parce qu'il est sorti, je crois qu'il y a plus de 2 mois maintenant. Je crois qu'il est sorti en juin ou juillet. Mais vraiment, on se rapproche un peu plus du petit coup de cœur. Même s'il m'a manqué des petites choses et que j'aurais aimé avoir plus de détails, on est peut-être sur un léger coup de cœur ou un truc qui tend un peu plus sur le coup de cœur que La Dernière Allumette. La Dernière Allumette, il m'a manqué vraiment quelque chose, alors que lui... avec du recul, donc vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien faire des points lecture un peu plus tardivement, parce que je peux aussi réfléchir à mes lectures, mais avec du recul, il a ce petit truc en fait qui a fait battre mon cœur. Et j'aime les questionnements qui me restent, mais en même temps, Yama, j'aurais voulu en savoir plus. Et j'aime le mystère de Yama. Et comme je reste dans cette ambivalence-là,
Voilà, ça fait que je suis frustration et que j'aime pas ça, et en même temps, si on m'avait donné toutes les réponses sur cette femme, je n'aurais pas aimé. Et j'aime l'évolution de Yume, et j'aime l'indépendance qu'il arrive à prendre sans changer radicalement. Et voilà, j'ai adoré, ça parle de chat, mais ça parle de bien plus que ça. Et c'est pour moi le meilleur, enfin le meilleur du japonais. Je ne sais pas si je peux dire que c'est le meilleur livre japonais que j'ai lu dans ma vie, parce que je suis sûre que si je prenais les livres que j'ai ici autour de moi, j'en trouverais peut-être un meilleur, ou un qui m'a fait ressentir d'autres émotions, mais en tout cas c'est le meilleur c'est le meilleur de ce qu'on peut faire dans le japonais. C'est-à-dire que si vous voulez vous mettre à la lecture japonaise, et vraiment ma vidéo sur les recommandations de bouquins asiatiques va arriver courant octobre, mais celui-ci c'est vraiment, si vous voulez commencer la littérature japonaise, commencez par celui-là. Je pense que vraiment il y a très peu de gens qui pourront dire il est nul. Vous pourrez ne pas adhérer, vous pourrez trouver ça étrange, vous pourrez ne pas saisir certains codes sociaux, etc. Mais je suis sûre que vous ressortirez quand même grandi de cette lecture. Parce qu'il y a vraiment cette philosophie à la japonaise, avec le shintoïsme, avec le toïcisme, et vous allez aimer ce livre. Je peux pas le garantir et vous dire je vous rembourse si vous ne l'aimez pas, mais je vois pas ce qui pourrait vous déplaire au point de vous mettre un 0 ou un 1 sur 5. Je suis sûre qu'à minima vous lui mettrez la moyenne, mais je pense qu'il y aura beaucoup de coups de cœur ou de très bonnes lectures avec ce livre aussi. Vraiment, j'en suis certaine. Et vous voyez, j'en parle beaucoup, alors que c'est un livre que j'ai adoré. Je me concentre beaucoup sur mes émotions parce que vraiment, on traverse beaucoup d'émotions avec ce livre, plus qu'il n'y a d'aventure. Dans les bouquins japonais, ne vous attendez pas à beaucoup de retournements de situation et de choses comme ça. Même s'il y en a quand même là-dedans, hein, il y en a quand même. Hein. Quand même. Hein. Mais c'est vrai que ouais, il m'a vraiment bouleversé ce livre, il m'a vraiment touchée, et lui aussi il faisait partie de mon challenge, mais enfin les deux, hein, et vous allez voir, je vais vous en parler d'autres, parce que beaucoup sont rentrés dans ce challenge du coup de 7 livres en 7 jours qui s'est fini en 5 livres en 7 jours, mais pour les lectures que j'ai faites, vraiment mon challenge j'ai réussi, parce que une lecture comme ça, j'aimerais en faire tous les mois. Voilà, pas tous les jours parce que je pense que ce serait trop prenant au niveau sentimental, au niveau de mon cœur, je serais trop... Mais vraiment j'aimerais en faire régulièrement, et c'était un bon livre et je vous le conseille sincèrement. Je suis désolée si le cadrage ou la luminosité a changé, mais j'ai fait une petite pause pour recommander des bouquins coréens, et maintenant il faut que je reprenne le rythme. Donc si jamais je suis un peu lente, etc., je suis désolée. Là on va être que sur des bouquins asiatiques. J'ai 2 coréens, 2 japonais et un chinois. Je vous en avais déjà parlé en vlog pour la plupart, donc ça va aller assez rapidement, je ne vais pas non plus me répéter 1000 fois. Je vais commencer par celui dont je ne vous avais pas parlé il me semble. Il s'agit d'un matin légèrement nuageux de Hiromi Kawakami, pardon, j'ai beaucoup de mal avec son nom. Alors la couverture est très très jolie, j'aime beaucoup cette sobriété chez les japonais. Alors je savais que ça allait être, enfin vraiment il y a écrit toutes les histoires de Kawakami, pardon, je suis désolée, sont d'amour, et chacune est une petite sonate qui vous entraîne dans sa musique douce amère. C'est un recueil de nouvelles, et je vous avoue que je suis passée complètement à côté. Je pense que les nouvelles, ce n'est pas du tout fait pour moi, enfin je suis même sûre, les nouvelles ne sont pas faites pour moi, et je m'obstine, je continue d'y croire et d'y aller. Alors que en Asie, je sais que c'est très populaire, que c'est très aimé, que c'est ce qui se vend bien, etc. Que ça permet de lancer des auteurs parce que parfois ils font publier une première nouvelle et après ça les initie à écrire un roman ou à écrire un recueil de nouvelles. Mais avec moi c'est compliqué, c'était sympa à des moments, enfin là j'ai vu sur mon carnet de lecture, j'ai mis un 2,5, mais c'est pas un 2,5, je ne me souviens pas de... Enfin je me souviens d'aucune histoire je crois, honnêtement. Je vois des choses, en fait à l'instant T c'était pas désagréable, et ça reste pas désagréable, c'est 200 pages. Hein. Alors 19,50 € pour 200 pages, voilà. Il est en vente sur mon Vinted pour beaucoup moins cher si jamais ça vous intéresse. Mais juste c'est pas fait pour moi. Il y a une ou deux histoires que j'ai bien aimées parce qu'on est un peu dans du... Il y a une ou deux nouvelles où ça fait un petit... comment on pourrait dire,
ça fait un petit clin d'œil à l'autre histoire et t'as un peu une sorte d'autre point de vue, enfin je sais pas. Ça j'ai bien aimé, il y a quand même des aspects qui sont bien et ça reste de la littérature japonaise donc ça reste tout doux. Mais en fait vraiment je peux pas mettre la moyenne à un bouquin où je sais que je ne le relirai pas et je l'aurai oublié dans 2 mois. Parce que déjà là, ça fait 1 mois que je l'ai lu, je ne me souviens de presque rien, vaguement d'une histoire sur la fin. Et bah c'est dommage mais bah c'est comme ça. Il y a des livres avec qui ça le fait pas et avec qui ça le fait et moi je sais que déjà le format de nouvelle j'ai du mal et j'ai voulu aller vers ce récit là. Vraiment j'aime beaucoup la couverture. J'aime bien les gens qui dorment, ça m'inspire. mon goal dans la vie de rester comme ça sur une couverture à pioncer. J'ai voulu suivre les recommandations des libraires du Phénix mais je sais en même temps que les nouvelles c'est pas fait pour moi. Mais je m'obstine donc c'est moi qui suis bête. Donc voilà, ça ne l'a pas fait pour moi mais pour autant c'était pas désagréable à lire. C'est bien écrit slash traduit. C'est traduit directement du japonais, faut le savoir, parce que des fois il y a des traductions qui sont faites de l'anglais. Donc quand c'est fait de l'anglais, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer le japonais ou le coréen avec des traductions. Enfin vraiment, la langue française est tellement riche que c'est triste de traduire un bouquin depuis l'anglais. Voilà, il y a quand même pas mal de nouvelles qui sont au cours de ce récit sur du 200 pages. Donc on est parfois sur genre 10 pages. Donc comment vous pouvez approfondir quelque chose en 10 pages? Voilà, moi j'ai pas adhéré, il est cher, je ne regrette pas parce que... Est-ce que je suis passée par les librairies Le Phénix pour l'acheter? Il me semble que oui. Donc du coup je ne regrette pas mon achat. Ça m'aurait plus embêté si j'étais passée par la Fnac, mais... C'était un petit livre japonais, je sais que c'est pas fait pour moi les nouvelles, peut-être que j'en tirerai une leçon, peut-être que je continuerai d'en acheter en me disant peut-être qu'un jour ça le ferait avec moi. Parce que vous voyez pour Lapin Maudit, je ne sais plus le nom de l'autrice coréenne, il y avait certaines nouvelles, j'aurais aimé que ce soit des romans. Mais sur les 10 nouvelles qu'il y avait, je crois qu'il n'y en avait que 3 qui m'avaient plu. Et en fait j'aurais aimé que ce soit des romans, donc je comprends pas le principe de nouvelles parce que je suis frustration. Bref, on finit avec les japonais, je fais ensuite coréen, on finit par la Chine. Pareil, celui-ci vous l'avez vu dans un vlog donc je vais pas non plus énormément épiloguer. J'aime beaucoup Aki Shimazaki parce que c'est une autrice japonaise mais qui vit au Canada, à Québec, ou au Québec, elle vit à Montréal, non, depuis 91 donc elle est quand même bien habituée au système anglo-saxon on va dire, et elle a un certain recul et en même temps sa plume est très accessible, en tout cas pour nous les occidentaux. Je ne sais pas du tout comment elle est perçue au Japon, si c'est vraiment une référence ou si c'est vraiment plus nous en Europe ou en France en tout cas, mais je sais que comme première lecture, les Aki Shimazaki c'est un peu la base. Elle fait plusieurs sagas et en fait après ça fait des sortes de spin-off. C'est-à-dire que là on est sur l'ombre du Chardon qui était je crois l'une des premières sagas de l'autrice que j'ai suivie. Quand je vous dis que ce sont des spin-offs c'est que par exemple on va suivre l'histoire d'un homme et d'une femme, on va raconter leur histoire etc. Et dans le 2e tome on va nous parler du neveu qui a vécu un truc par rapport à ça. On va revenir l'histoire de la mère de l'héroïne du 1er tome. Voilà, ça fait un petit peu des romans un peu chorales, mais vraiment indépendamment, vous pouvez les lire dans le sens que vous voulez, juste vous risquez d'être spoilé sur certains éléments. Et là je suis en train de lire un autre Aki Shimazaki, donc il ne faut pas que je me trompe par rapport à ça. Dans My My, ce que j'ai adoré, je lui ai mis une bonne note je crois, et ce que j'ai aimé c'est que je crois que c'est le premier, l'ombre du Chardon, je crois que c'est vraiment le premier Aki Shimazaki que j'avais lu, et c'était l'histoire de la mère du héros. La mère du héros, son fils est sourd et muet je crois, si je ne dis pas de bêtises. Sourd et muet, c'est ça. Et il est métis, donc il accumule un petit peu le handicap, surtout quand vous vivez au Japon. Tout ce qui fait appel à de la différence, c'est mal vu. Si vos cheveux ne sont pas noir-jet, vous êtes mal vu. Genre il faut qu'ils soient vraiment noir-jet et pas brun. Ça va jusqu'à cet extrême, hein, vraiment, et c'est pas un mensonge, ça c'est un témoignage d'une personne qui expliquait ça, qu'elle devait teindre ses cheveux parce qu'ils n'étaient pas assez noirs pour les japonais. Petite anecdote mise de côté, ici on suit du coup Taro qui vit avec sa grand-mère, qui tient la librairie de sa mère, qui vit sa vie, et du coup ça m'a fait plaisir parce que moi je l'avais vu enfant et là je le vois adulte et là je le vois amoureux et je le vois dans ses, pas ses premiers émois parce que je crois qu'il a 26 ans,
oui c'est ça, mais de le voir comme ça adulte en fait, alors que nous on l'a connu enfant avec d'autres problématiques. Il a perdu sa maman, du coup bah, je me dis bah merde, enfin genre sa mère que j'ai suivie dans un récit, bah, elle n'est plus là. Et il vit sa vie, il vit une histoire d'amour avec quelqu'un, mais ça colle pas et en même temps, il sait pas s'il doit suivre son cœur parce qu'il a un vrai coup de cœur pour quelqu'un. Et en fait, ce récit parle d'amour, de dire différentes formes d'amour. Je ne sais plus ce que veut dire Mai Mai, que je prononce sûrement très très mal, parce que moi j'ai juste le titre de la chanson de Troye Sivan en tête. Mais c'était vraiment... j'ai vraiment bien aimé ce récit. C'est compliqué de vous résumer un bouquin qui fait 153 pages sans vous spoiler, mais vraiment c'est juste des tranches de vie à la japonaise. Et Aki Shimazaki, elle est incroyable pour ça. Je sais que quand je vais à Livrer le Phénix et que les gens demandent des recommandations de bouquins japonais, on dirige beaucoup les gens vers ces récits-là. Et je me permets d'intervenir en disant très bon choix. Je crois que L'ombre du chardon est la première saga qu'elle a écrite, mais comme je vous dis, c'est une saga, enfin... Les sagas, peu importe que vous commencez par L'ombre du chardon ou par autre chose, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. Et après, dans L'ombre du chardon, que vous lisiez le premier ou le quatrième tome, si là pour le coup on voit que la mère est décédée, mais on suivait l'histoire de la mère. Là, on n'a pas les ressentis de la mère, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'enfance de Taro, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est quand même assez indépendant et il y a des résumés moi qui me donnent pas du tout envie dans certaines histoires de Aki Shimazaki, alors qu'à d'autres moments ça va me donner, enfin que d'autres titres de la même saga vont me donner envie. Et peut-être qu'en lisant ce titre aussi qui est peut-être le quatrième tome alors que j'aurais dû lire le deuxième, bah ça va me donner envie de lire le deuxième. Donc voilà, moi Aki Shimazaki ça le fait toujours et j'aime beaucoup sa plume. Je crois que c'est traduit de l'anglais pour le coup, je crois qu'elle écrit en anglais et pas en japonais pour le coup, je ne sais pas si ce sera écrit quelque part, et ça se trouve elle écrit même en français, parce que je ne vois pas écrit traduction. Donc vous voyez, peut-être qu'elle écrit directement en français, je ne sais pas. Bref, je vous conseillerais toujours Aki Shimazaki, très abordable pour du japonais, et moi j'aime bien ces petites tranches de vie à la japonaise, parce que je m'attends jamais à grand chose avec Aki Shimazaki, ce qui peut paraître horrible hein, dit comme ça, hein. Mais c'est que je sais que ça va pas être un roman comme Les Chats de Shinjuku où je vais avoir un énorme coup de cœur etc. Mais c'est un livre qui m'a plu au point que je vais le garder. C'est le troisième Aki Shimazaki que je garde et j'ai dû en lire 6 ou 7. Donc vous voyez, il y en a certains qui me percutent plus que d'autres, il y en a que j'ai oublié et j'aimerais les relire dans quelques années en me disant ah oui c'est vrai que les japonais ont quand même cette douceur de vie et cette façon d'avancer les sentiments et cette pudeur qui peut me déranger à certains moments et sur certains aspects, surtout d'un point de vue sociétal et dans la vraie vie, mais qui apporte une forme de poésie dans la littérature que j'aime beaucoup. Donc je vous conseille celui-ci, mais comme je vous conseille Aki Shimazaki de manière générale, et faites le tri. Vraiment, je vous conseille de regarder différentes sagas, différents tomes, et voyez ce qui pourrait vous plaire, ce qui pourrait vous intéresser, parce que vraiment c'est une autrice qui est très riche, qui fait pas mal de choses. Passons au coréen. On va aller dans la gaieté maintenant, dans un truc très joyeux, dans Monsieur Han de Seok-Young Hwang. Voilà. Je crois qu'il a une autre couverture ce roman-ci. C'est aussi un roman court, donc je vous dis c'est plus facile de lire des romans courts et d'être à une dizaine de livres lus quand les livres font 131 pages. Ici on est sur un vieux monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Monsieur Han, en fait, on n'a même pas son prénom. Bref, on suit la vie de Monsieur Han. Monsieur Han, il fait partie d'une résidence un peu en cohabitation avec d'autres gens, donc l'immeuble est partagé en plusieurs petits appartements, pas très bien isolés, etc. Je crois qu'on est quand même dans des années 90 ou en tout cas on n'est pas dans notre ère actuelle, on n'est pas en 2024. Et ce monsieur, tous les gens de l'immeuble aimeraient le voir partir parce qu'il représente un peu la pauvreté et la misère, et en même temps ils éprouvent de la charité pour cet homme où ils lui donnent des poils et ils lui donnent des vêtements et ils prennent un peu soin de lui, mais en même temps il aimerait qu'il dégage. Et un jour il est retrouvé mort, bref il y a un médecin qui vient, il est déclaré mort et les gens sont un peu genre purée on s'y attendait pas. Et là il y a un de ses amis qui débarque et qui va nous raconter le récit de Monsieur Han et qui il était. Et là on se retrouve projeté en Corée du Nord, et Corée du Nord
pendant la guerre de Corée, donc de 50 à 53, et post-guerre de Corée, donc après 53. Lui, il est médecin, il est gynécologue, et il était au nord, il est resté au nord, et en fait on voit à quel point c'est compliqué le nord, et que... bref. On va pas trop revenir là-dessus, vous savez ce qu'est la Corée du Nord et ce qu'est une dictature. On voit comment il est traité, on le voit avec son ami, et on le voit faire de la médecine, mais on lui reproche des choses, on lui reproche de pas être un bon patriote, non comment on dit, compagnon, ah comment on les appelle là-bas, je crois qu'on dit compagnon, non, je sais plus, bref, on lui reproche de pas être une bonne personne, un bon citoyen, parce qu'en fait il ne se donne pas assez pour sa patrie, parce qu'il ne va pas faire son service militaire de 7 ans. Il est plus ou moins exempté parce qu'en fait il est en études, ou alors il a fini la médecine et qu'ils ont besoin de médecins, mais en même temps lui fait une sorte de service militaire bizarre, enfin bref, c'est assez particulier. Il est pas bien traité, et il se rend compte en fait qu'il peut vraiment plus vivre dans le nord et qu'il faut qu'il rejoigne le sud. Et on suit le récit de cet homme qui n'a pas eu une vie facile. Et en fait, c'est là où on voit, j'en ai des frissons. Parce qu'il m'a vraiment marqué ce livre. Et les transfuges sont très mal vus en Corée du Sud. Ça va mieux maintenant avec la nouvelle génération, mais quand vous êtes un Nord-Coréen qui quittait le pays pour rejoindre le Sud, vous êtes déjà vous êtes considéré comme un transfuge, on appelle ça comme ça. Et vous êtes un peu mis de côté, déjà vous êtes pris en charge par les services secrets, on vous pose 40 000 questions, et même quand vous essayez de vous intégrer, quand vous dites que vous venez du Nord, enfin de la Corée du Nord, il y a ce truc de est-ce que c'est un espion, est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que... Bref, il y a vraiment beaucoup de suspicions, et ça va mieux, je vous dis, avec les nouvelles générations, mais c'est pas non plus... il y a toujours ce côté ouais, de méfiance et de... pourquoi il a quitté le Nord, et en même temps tu sais que les conditions de la Corée du Nord sont compliquées, mais en même temps comme on sait tellement peu de choses de la Corée du Nord, tu ne sais pas trop ce qu'il en est. Et bref, il y a aussi des espions qui ont pu être envoyés en Corée du Sud et vice versa, hein, des gens du Corée du Sud qui ont été en Corée du Nord pour espionner, enfin bref. Voilà, ils sont toujours en guerre hein, techniquement, la Corée du Sud et la Corée du Nord, donc voilà. Et en fait, de voir ce vieux monsieur qui paraît presque vraiment dans des habits sales, et qui prend pas soin de lui, qui se dénigre et qui se laisse aller, qui est dans un désamour de lui-même, et vraiment, hein, il s'abandonne, et de voir en fait son passé, et de voir la vie qu'il a eue, c'est une fiction, hein, mais vraiment ce récit m'a beaucoup touchée. Je crois que j'ai mis un 3,5 ou un 4 sur 5, parce que j'aurais aimé que le livre soit un petit peu plus long, qu'il y ait 100 pages de plus, qu'on apprenne certaines choses, mais on voit combien il s'est fait avoir par plein de choses et par plein de personnes. On le voit qui galère, on le voit qui doit quitter le Nord, mais comment on quitte le Nord quoi? C'est hyper surveillé, donc c'est hyper risqué de quitter la Corée du Nord, et tu sais pas ce qui va arriver à tes proches en plus. Et tu n'auras jamais de nouvelles de tes proches si tu quittes la Corée du Nord pour aller dans le Sud. Parce que tu vas pas faire des allers-retours, hein, on est encore en guerre, on fait pas ce qu'on veut. Et enfin, s'il retourne au pays, de toute façon, il va être tué, donc il n'a pas d'autre choix. Et c'était vraiment un roman très percutant, qui en dit long sur la Corée du Nord et la Corée du Sud, et les conflits et tout ce que ça implique. Et si vous n'y connaissez rien, ça peut être bien de lire ce roman-ci, mais ça exprime aussi très bien le fait qu'on ne connaît rien des gens, et qu'on a tendance à juger trop hâtivement les personnes de par une apparence, de par ce qui nous reflète et ce qui nous dérange chez les gens. On va peut-être avoir des a priori sur des personnes avec leur apparence, même avec des SDF, où à la fois ça nous renvoie quelque chose de on pourrait finir comme eux, et la vie ne tient qu'à un fil, et on peut perdre son job du jour au lendemain, et sa famille, notre famille nous laisse, et on n'arrive plus à survivre et on finit à la rue. Et en même temps ça renvoie cette image de pitié aussi, et je sais pas ce qu'il a vécu. Et comment on fait quand on connaît pas les gens, et il faut pas les juger, mais en même temps c'est tellement facile d'arriver dans une forme de jugement, parce que de voir quelqu'un qui se délaisse autant, t'as pitié de lui, et t'as de la peine, et en même temps t'as un côté répugnant, et t'as envie d'aider, mais comment aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé? Donc c'est un récit qui m'a vraiment beaucoup touchée, que j'ai vraiment profondément aimé, que j'ai gardé.
Donc je vous le conseille, je vous le montre d'un peu plus près pour que vous puissiez faire une petite capture d'écran si jamais. Mais ça reste très particulier dans la façon d'écrire et c'est un peu... c'est pas une, entre guillemets, une belle plume, c'est assez archaïque comme écriture, donc je suis pas sûre que ça plaira à tout le monde, mais le fond est plus important que la forme. Et bref, c'était un super roman, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous parle aussi d'un récit que vous avez vu dans mon challenge, encore et toujours, mais j'ai lu Chère Mamie, Chère Maman de... alors, pour le coup, je vais commencer par parler du nom de famille parce que je ne sais pas si c'est Baek-soo son nom ou si c'est Baek et son prénom c'est Souline. C'est la première fois que je vois un nom comme ça, un nom coréen comme ça. Un tout petit livre de 70 pages, je crois, quelque chose comme ça, vraiment même moins que ça, 60 pages à peine. Ici, on est sur 3 générations, mais qui vivent, alors, plus ou moins à la même époque. On n'a pas de flashback des années 40 pour la grand-mère, mais il y a quand même des choses qui changent dans la vie des personnages principales, parce que ce sont que des femmes. On suit la grand-mère qui a vécu une vie où elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait parce qu'à l'époque il fallait soutenir son mari, avoir des enfants et être ce genre de femme, et elle s'est résignée à avoir cette vie-là. Mais elle est quand même en avance sur son temps parce qu'elle a fait des choses que ne faisaient pas les femmes traditionnelles coréennes à l'époque. Elle a eu une fille qui est universitaire, enfin qui était à l'université, qui a fait de longues études, qui a même fait une thèse je crois. Je crois qu'elle est doctorante et elle est maintenant même enseignante à l'université, elle réussit très bien sa fille et la grand-mère devrait être fière de sa fille mais elle n'a pas cette fierté des études, elle n'a pas ce besoin de vanter les mérites de sa fille, ce qui est assez rare en Corée. Et on a la petite fille du coup qui elle a abandonné ses études, en tout cas qui a fait une sorte d'année de césure, qui va vivre chez sa grand-mère et qui a pas envie de se mettre la pression parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Et du coup mésentente entre la fille et la petite fille parce que mère universitaire qui privilégie les études et petite fille qui est un peu... Bon, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais pas si les études c'est fait pour moi, je sais pas s'il faudrait que j'aille travailler à la place, et bref... et on en apprend plus sur ces 3 femmes, et sur ces 3 générations de femmes qui se jugent, mais qui en même temps ne se jugent pas, essayent de se comprendre et essayent de communiquer à leur façon, ce qui est très difficile parce que c'est 3 époques différentes et c'est 3 statuts de femmes différentes et 3 générations forcément différentes. Et je vous dis, la grand-mère est en avance sur son temps. La petite fille, elle est un peu perdue, mais en même temps, elle a vachement la tête sur les épaules. On apprend le décès, notamment de la grand-mère à un moment donné. On parle de maternité dedans. La mère va tempérer ses propos, mais à des moments, elle est très difficile avec sa propre mère, donc avec la mamie. Et elle est très difficile avec sa fille, et à d'autres moments, elle est vraiment tendre avec elle. Donc c'est un récit de femme. Et alors, il coûte un peu cher, il coûte 9 € pour aussi peu de pages, voilà, mais c'est une petite maison d'édition, hein, il me semble. Alors je crois que c'était les carnets de je ne sais pas quoi, mais pas du tout. Si c'est ça, c'est l'atelier des cahiers, pardon. Pareil, je crois que... Non, je l'avais acheté sur la Fnac celui-ci, mais je l'avais vu à l'École Phoenix et j'ai failli craquer. Mais j'ai globalement bien aimé. C'est court, mais j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Mais ça m'a aussi satisfait que ce soit court et qu'on s'étanche pas sur des choses un peu superficielles. Donc j'ai vraiment bien aimé et je l'ai gardé aussi ce récit-là, ce livre-là. Et enfin, le dernier dont j'ai à vous parler, c'est Un paradis de Kei Chang, qui est un roman chinois, qui est très particulier, qui paraît presque dystopique, et en même temps, il y a une partie de moi qui peut pas m'empêcher de me dire, bah en fait, ça arrive peut-être en Chine. La Chine est un pays très vaste, avec une politique très vaste. On a certains a priori sur la Chine que je partage aussi, et que j'ai nuancé notamment avec une connaissance que j'avais, qui m'a appris que la Chine justement était vaste et qu'on ne peut pas comparer Shanghai à Hong Kong, encore plus avec Hong Kong et son histoire particulière, à d'autres grandes villes de Chine qui regroupent genre 20 millions d'habitants et qui sont considérées comme des petites villes ou des villes moyennes. T'es là genre 20 millions d'habitants, c'est petit. Et la campagne et le nord du pays avec le sud et toutes les traditions qui diffèrent selon les régions de Chine. On parle beaucoup du chinois, mais en fait c'est le mandarin. Et le mandarin, en fait, il se décline en plein de langues possibles. Enfin, le chinois se décline en plein de langues et de dialectes possibles. Enfin bref, c'est vraiment très vaste. Donc c'est compliqué de résumer un pays et une culture en sachant que le pays et la culture est immense, quoi. Donc voilà. Ici, ça s'appelle un paradis, mais c'est plutôt un enfer, hein. Ici, c'est une clinique illégale pour mères porteuses qui tire plutôt du centre de détention, voire de maison close.
Et c'est là où j'ai entre guillemets un souci, c'est que j'ai encore cette interrogation de est-ce que c'est une maison close où les femmes qui sont présentes se font violer plus ou moins volontairement, enfin se faire violer volontairement, voilà, mais quand il y a du chantage avec de l'argent derrière, c'est considéré comme un viol, hein. Mais je me dis, est-ce qu'on promet pas à ces femmes une certaine forme d'argent pour devenir mère porteuse, donc en fait accepter de coucher avec un homme au sein de cette pseudo-clinique pour être mère porteuse, pour être nourrie, logée, blanchie, avoir de l'argent et une fois l'accouchement fait, recevoir encore une autre somme d'argent, mais en fait être vraiment du bétail, hein. Ou est-ce que ces femmes arrivent en étant déjà enceintes et du coup en ayant un peu cette solution de secours, parce que, enfin de recours, parce que c'est mal vu de tomber enceinte hors mariage en Chine et dans plein de pays d'Asie, et que bah, les mecs peuvent se barrer, mais nous les femmes on n'a pas trop le choix. En Chine l'avortement est interdit je crois de partout, je crois pas qu'il y ait des zones qui soient légalisées pour l'avortement, je crois pas du tout. Cette clinique se veut un peu plus ou moins bienveillante pour ces femmes qui peuvent faire adopter derrière, ou si c'est vraiment genre maison close, elles se font violer, enfin ce truc, enfin c'était très bizarre. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça dépend d'un récit un peu dystopique ou si on est un peu dans un truc qui a pu se passer en Chine ou qui se passe peut-être encore maintenant. Et de même que on suit du coup ces femmes, et on suit notamment une jeune femme qui a une déficience intellectuelle, et on la suit de son point de vue à elle, et il y a des choses qui sont un peu étranges, mais comme elle a une déficience intellectuelle, c'est difficile de la comprendre et de suivre son point de vue. Toutes les femmes en plus dans ce centre se font appeler par des noms de fruits, donc des fois t'as genre Clémentine qui dit un truc, t'as Orange qui répète un machin, t'as Pomme qui dit un truc. C'est très bizarre de pas avoir de nom chinois, mais du coup c'était plus facile de retenir les noms pour moi, parce que j'ai un peu plus de mal avec les noms chinois, surtout que je ne sais pas les prononcer, parce que les lettres, genre là j'ai donné le nom de l'autrice, peut-être que ça se dit pas du tout Kei, peut-être que ça dit Keiji ou Kiji ou je ne sais pas du tout, donc je suis désolée mais vraiment le chinois j'arrive encore moins à le prononcer. De toutes les langues qui existent je crois que c'est le pire que je puisse prononcer. Bref, parenthèse à part, je peux pas dire que j'ai aimé ce récit, je peux pas dire que je l'ai détesté, je ne peux pas vous le conseiller et je ne peux pas vous le déconseiller. J'ai un avis dessus, il m'a troublée et je le garde pour cette raison, parce qu'il m'a troublée. Et il y a un truc qui m'a énervé, il y a deux choses qui m'ont questionné, c'est du coup ce truc de est-ce que ces femmes sont toutes volontaires et genre déjà enceintes donc elles débarquent dans le centre ou pas, et est-ce qu'elles se font violer, prendre de l'argent parce qu'elles sont dans une situation précaire ou pas. Il y a une espèce de solidarité qui se fait entre elles et j'aime bien voir cette espèce sororité, et elles s'entraident et c'est que des hommes qui gèrent le truc, donc en plus de ça, et c'est une clinique illégale et tu sens que le mec il ment à sa femme en disant que non mais ça va prospérer dans le pays, que ça va être légalisé, alors que non, pas du tout. Donc vous avez plein de mensonges et j'arrivais pas à savoir ce qui était le vrai du faux. Et la deuxième chose qui me questionne et qui me dérange pour le coup, c'est que on ne sait pas où vont ces enfants. Et je me demande si on n'est pas dans ce contexte qui a pu avoir pendant certaines années, notamment au Vietnam, où ça fait scandale, ou même, je crois que c'est sur certaines îles, même françaises, hein, où ça s'est passé, où en fait, comme les gens n'avaient pas les moyens d'élever des enfants, enfin même quand ils avaient les moyens, on leur arrachait leurs enfants pour les faire adopter par des occidentaux. Et je me demande si en fait ce sont pas des occidentaux qui adoptent les enfants, et ça c'est pas du tout dit, ce que deviennent les enfants après. Et j'aurais bien aimé savoir. Donc j'aurais aimé qu'ils soient un chouïa plus expressif, mais en même temps il m'aurait moins perturbé si j'avais eu plus de réponses. Et donc voilà, je peux pas vous le conseiller, je ne peux pas vous le déconseiller, et il était très étrange, je continue de le trouver bizarre. J'ai toujours un truc, je ne sais pas quoi, mais je suis incapable de m'en débarrasser, et je pense pas que je le relirai un jour, mais j'ai besoin de le garder parce qu'il m'a vraiment perturbée et fait quelque chose. Et je me dis que on est vraiment de la viande, on est vraiment du bétail. Ça fait un petit côté, comment elle s'appelle, La Servante écarlate, où ce récit est dérangeant. Et tu te dis ça peut arriver, et c'est plus ou moins déjà arrivé, et avec un paradis c'est la même chose. Peut-être que c'est déjà arrivé, sûrement. Je sais qu'en Irlande il y avait eu ce truc où des nonnes acceptaient de recevoir des femmes dans des couvents pour qu'elles mènent à bien leur grossesse, mais après il fallait vite qu'elles partent, et les enfants étaient adoptés, donnés en adoption comme ça, et
Bref, je sais que ça arrivé en Irlande et ça a dû arriver dans plein d'autres pays, peut-être même en France, hein, enfin sûrement même. Mais j'avais regardé un reportage en fait et lu des bouquins là-dessus en Irlande, donc je connais ça et comme il y avait un côté très fort au niveau religieux avec le catholicisme et le protestantisme et le truc avec la Corée, enfin avec l'Irlande classique et l'Irlande du Nord qui n'ont pas les mêmes croyances, enfin bref, entre en gros le Royaume-Uni et l'Irlande. Voilà, il y avait eu tout un contexte comme ça, donc je sais qu'en Irlande ça s'est passé, mais ce récit m'a beaucoup perturbée et je sais toujours pas quoi en penser, mais je le garde et je peux pas le conseiller ni le déconseiller. Ça reste ce truc de flou, un flou comme ça, mais je le garde et peut-être qu'un jour je le relirai ou je le conseillerai à certaines personnes en mode lis-le. Et si je vois les libraires de la librairie Le Phénix et qu'ils l'ont lu, j'aimerais bien avoir aussi leur avis là-dessus. Parce que comme je connais pas trop l'histoire de la Chine, c'est aussi particulier pour moi parce que j'en apprends plus. Mais plus j'en apprends, plus je suis paumée. Et comme la Chine c'est très vaste et comme je vous disais qu'il y a plein de cultures différentes, c'est compliqué. Et comme on sait aussi peu de choses et que c'est quand même une forme de dictature, la Chine sur certains aspects, c'est compliqué de savoir le vrai du faux. Donc voilà. Sur ce, je m'arrête ici et je crois que j'ai parlé autant pour vous parler de 9 livres que pour vous en parler de 35. Mais je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des envies de lire certains bouquins que je vous ai conseillés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!